ils vont ensemble. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ça c'est la bipartition. Donc ça c'est 1. Tu sépares les choses en 2. Et les 2 choses sont elles-mêmes séparées en 2. C'est la bipartition des choses. Oui, pas mal. Il y a aussi 4 points, 4 points cardinaux. Hein. Ah non, 3. Non, 3 ça va pas. Je pense que le mieux c'est celui-ci parce que c'est déjà une représentation du monde. Tu veux voir le reste? Bon, bah ça c'est la grosse cuillère, donc en général utilisée pour les percussions crâniennes. Et celle-ci est intéressante parce qu'elle représente des hiboux et des chouettes. Voilà, alors ça j'ai pris l'ensemble mais j'ai juste besoin d'un coquetier russe. Et je le pose pour pouvoir montrer le dernier qui est un plateau traditionnel avec donc qui contient des graines et des plumes. Donc c'est probablement un objet qui a été utilisé dans des rituels de fécondité ou qui sont liés à des rites agraires, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est les plumes de faisan aussi dont je vais sûrement me servir. Et on voit que c'est quand même un objet qui est puissant parce que la vie continue à se développer à l'intérieur. La végétation est toujours vivante, quoi. Il y a de la mousse qui vit, il y a de l'eau, enfin on sent que ça fonctionne. Voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette première émission d'auto-anthropologie jamais programmée par la télédiffusion française. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter cette première émission. Première émission qui constituera ma leçon inaugurale et au cours de laquelle je tâcherai d'une part de rappeler les quelques présupposés scientifiques qui sont propres à l'auto-anthropologie et d'autre part je réaliserai pour vous les étapes d'un rituel de divination à visée scientifique qui nous permettra d'éclaircir certaines zones de flou qui sont propres à cette jeune discipline qu'est l'auto-anthropologie. Alors, je vais installer les éléments nécessaires.
tout est en place. Avant de procéder à ce rituel de divination qui va nous permettre d'établir les thématiques des séminaires à venir, j'aimerais revenir sur quelques points méthodologiques qui vont permettre à chacun d'entre vous de cerner les tenants et les aboutissants de l'auto-anthropologie. Alors le premier point méthodologique, vous l'aurez compris, c'est la mise en pratique concrète de faits culturels dont parle l'auto-anthropologue. Donc, dans le cas présent, ce sera ce rituel de divination auquel nous procéderons en seconde partie d'exposé. Le second point important de la méthodologie en auto-anthropologie consiste à dresser des parallèles ethnographiques. En effet, nous avons déjà dit le cheval sauvage et moi, et aussi le coyote d'élevage et d'autres animaux de l'esprit. Nous l'avons déjà dit donc, dans une revue consacrée au rapport entre ethnologie et auto-anthropologie, que nous repoussions la démarche illustrative en auto-anthropologie, c'est-à-dire l'idée d'utiliser un parallèle avec une pratique connue ou décrite ethnographiquement chez un peuple actuel comme preuve ou même indice de preuve de la validité d'une interprétation en auto-anthropologie. Mais nous ne repoussons pas l'argument inverse. Une interprétation auto-anthropologique qui n'aurait aucun parallèle ethnographique a très peu de chances d'être vraie. Ainsi, c'est pour la rigueur scientifique de notre démonstration que nous aurons recours régulièrement au parallèle ethnographique afin de justifier de la véracité de nos propositions. Le troisième point méthodologique fondamentalement important concerne le décentrement nécessaire du chercheur en auto-anthropologie lorsqu'il pratique l'observation participante. Le soi du chercheur, comme chacun d'entre nous, se bipartitionne en une série de moi. En premier lieu, la première bipartition a lieu entre le moi social et le moi intime de l'individu. Le moi social, c'est le moi dont hérite l'individu à sa naissance. C'est la société qui le lui forme et qui va composer une série de moi, un éclatement progressif des moi qui vont découler d'une série d'identifications que donc sa culture d'origine vont lui procurer. Moi, par exemple, je suis un occidental. Première bipartition du moi. Je ne suis pas un occidental nord-américain ni océanien. Je suis européen. En tant qu'Européen, j'ai un moi français, mais aussi un moi bruxellois. J'ai un moi masculin
Ce moi masculin peut parfois être contrebalancé par un moi féminin qui existe également. Mais encore, un moi scientifique, un moi d'auto-anthropologue, un moi de chercheur en sciences sociales. En sciences sociales, puisque la communauté de ces moi au sein du soi du chercheur va constituer des sociétés de moi, lesquelles vont constituer l'objet principal d'étude de l'auto-anthropologie. Revenons-en au moi intime, qui est à la racine de la première bipartition du soi du chercheur. Le moi intime se subdivise également en une série de moi différents. Alors j'en profite pour préciser ici que on ne parlera aujourd'hui que des moi humains. Les moi animaux, ils sont très importants, hein, surtout dans cette zone du moi intime. Mais comme on étudie aujourd'hui les sociétés de moi, on laissera les animaux de côté parce qu'ils ont plutôt un rôle dans les moi sauvages, donc qui ne font pas partie de la société. La difficulté de la recherche en auto-anthropologie va consister à décentrer son regard. Ce décentrement du regard du moi scientifique que l'auto-anthropologue se crée en effectuant un travail sur lui-même va lui permettre de décentrer son regard sur les manières de penser qui sont propres à ces autres moi et à leur manière de penser l'autre. Et c'est seulement à cette condition qu'un travail scientifique d'auto-anthropologie est possible. À cet égard, j'aimerais amener un parallèle ethnographique qui vous permettra de bien comprendre cette nécessité du décentrement. Et cet exemple, nous allons le prendre chez James Ensor, qui est un auto-anthropologue célèbre et un des fondateurs de la discipline. James Ensor a peint un tableau qui s'appelle « Moi et mon milieu ». Donc c'est en étudiant cette représentation du milieu de Ensor que j'ai cherché, moi, à trouver le milieu de l'image. Donc ici, on a le moi scientifique de Ensor, qui s'est représenté à l'avant-plan du tableau. Et pour déterminer le fameux milieu de moi et mon milieu du titre, on va tracer les diagonales du tableau et on observera ensemble où tombe ce milieu. Et voilà. On voit très bien ici que le milieu du moi scientifique est décentré. C'est ce décentrement qui permet au regard du moi scientifique Ensor de voir son moi social, son moi intime, son moi culturel, son moi éthique, l'un des animaux de l'esprit, un des pigeons de Ensor, mais également son moi féminin et une série de moi qui peuvent jusqu'à même à certains moments, constituer société, comme on voit cette société de moi en train de danser à l'arrière du tableau.
Donc voilà pour le cas de Ensor. Donc je pense qu'il montre bien le travail, donc qui montre bien le travail de décentrement nécessaire à l'auto-anthropologue. Bon, donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour des quelques présupposés méthodologiques qui sont importants à connaître pour aborder l'auto-anthropologie. Il me faut tout de même préciser que c'est en tant que discipline scientifique que l'auto-anthropologie dépasse le stade du délire égocentrique. Et que c'est pour ça qu'il lui est possible de toucher à des problématiques d'ordre universel. C'est possible parce que l'altérité des autres moi n'est jamais absolue mais relative. Parce que ce que des hommes ont inventé pour donner sens à leur existence, d'autres hommes peuvent le comprendre. Quand bien même ils ne sont pas prêts à reprendre à leur compte ces façons de penser et d'agir. Parce que aussi, toutes les constructions culturelles du monde en soi, des autres moi et de soi, et des sociétés de moi, donc toutes ces constructions culturelles constituent autant de réponses particulières, différentes, voire divergentes, à des interrogations existentielles que toutes les sociétés de moi se posent ou se sont posées, puisque certaines sociétés disparaissent, on le sait, et qui, elles, sont semblables et convergentes. Donc ces interrogations communes, on les connaît, le fait de naître, de mourir, d'avoir à affronter les forces de la nature, de subir ou d'exercer diverses formes de pouvoir et de violence sur les autres. Donc on l'a vu, l'auto-anthropologie est un fragment et un aspect du développement d'une connaissance rationnelle des autres en soi, exercée librement par des individus adultes et consentants, qui n'acceptent pas ou n'acceptent plus que leur pensée et leur travail soient soumis d'avance à ce que leur permettrait de voir et de dire des puissances temporelles ou divines. Comprendre les croyances des autres moi sans être obligé de les partager, les respecter sans s'interdire de les critiquer, et reconnaître que chez les autres et grâce aux autres, on peut mieux se connaître soi-même. Tel est le noyau scientifique, mais aussi éthique et politique, de l'auto-anthropologie d'hier et de demain. Donc, nous allons aborder la deuxième partie de notre exposé d'aujourd'hui, celui donc qui va constituer à la mise en œuvre de notre système de divination à portée scientifique, lequel est composé d'un dispositif à plusieurs éléments et que je vais vous décrire, parce que il n'est pas question de faire de mystère sur le pourquoi du comment, du fonctionnement d'un dispositif scientifique. Alors, on a de part et d'autre du plan de travail des serpents occupés à montrer l'os. Un noir et un blanc.
ils encadrent le dispositif. L'un représente la naissance et le second la mort. Ce qui nous intéresse, évidemment, se situe dans l'intervalle. En second lieu, nous avons placé à plat le regard du coyote, qui va constituer un instrument pour voir. Donc, le coyote a un rôle important dans le moi intime. C'est une personnalité commune à beaucoup d'auto-anthropologues. Regard du coyote, séparé verticalement par un axe. Cet axe étant le carrefour Hobo. I took a freight train to be my friend. Oh Lord. D'autre part, le dispositif de divination nécessite une chouette que voici. Cette chouette va servir de réceptacle à l'esprit de la chouette qui va être nécessaire à la divination. Cette chouette a la particularité d'être à la fois lucide et en même temps aveugle. Donc, vous voyez que l'un de ses yeux voit et le deuxième ne voit pas. Elle a donc la particularité de voir et d'être aveugle en même temps. De même que, par exemple, Tirésias, le devin de l'Antiquité grecque, bien qu'aveugle, et peut-être du fait qu'il était aveugle, avait en contrepartie et en compensation des facultés de vision divinatoire. Alors, pour que l'esprit de la chouette intègre son contenant, il est nécessaire de l'appeler. La chouette contient la bière. Une fois appelé, l'esprit de la chouette entre dans le contenant et la bière contient l'esprit. En absorbant la bière, j'absorbe l'esprit de la chouette. Le fait que la chouette contienne de la bière n'est évidemment pas un fait anodin. C'est-à-dire que la bière a une valeur symbolique tout à fait particulière. Elle s'accompagne même d'une petite prière qui est la suivante. « Ô ce ferment-là, doux amer, doux piquant, à se fendre dans l'oreille, que l'on se perde chez les autres gens, que l'homme couche avec leur femme. » Donc ça, c'est la prière qui est associée à la bière. C'est-à-dire qu'elle a été dite par les fabricants de la bière pendant sa fabrication et charge le liquide de son incantation. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est à se fendre dans l'oreille. Donc c'est quelque chose qui va ouvrir l'esprit, qui va ouvrir l'écoute, que l'on se perde chez les autres gens. Donc c'est vraiment à des fins d'auto-anthropologie que la bière a été choisie. Que l'on se perde chez les autres gens, donc ça veut dire qu'on va obtenir ce décentrement du moi scientifique, donc par l'absorption de bière. Hein. Alors, pour appeler l'esprit de la chouette dans son contenant, il est nécessaire de procéder à des percussions crâniennes. Les percussions crâniennes sont liées, en vérité, aux deux serpents.
je vais faire un court rappel sur les serpents, qui est un rappel important. Je disais en vous les présentant que les serpents étaient occupés à Montrelos. Et Montrelos, comme nous en avons déjà parlé dans nos communications précédentes, Montrelos, c'est que pour exister, il suffit de se laisser être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, il faut avoir un os, ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. Aussi, les percussions crâniennes ne visent pas directement à montrer l'os, mais bien à faire sonner l'os. C'est-à-dire que donc, les percussions crâniennes fonctionnent comme ceci. Et dans le cas présent, j'effectue des percussions crâniennes sans outils, mais les percussions crâniennes avec outils sont généralement plus efficaces. D'où la grande cuillère représentant des chouettes. Donc des chouettes et des hiboux, hein, ce sont des animaux cousins, mais principalement des chouettes. La grande cuillère en question étant conçue spécifiquement pour la percussion crânienne. Enfin, le panier lui-même, puisqu'il s'agit de divination par panier divinatoire, le dispositif du panier divinatoire en lui-même est constitué d'abord d'un socle. Que j'ai décrit ce matin, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. D'un panier, donc un panier qui est une représentation cosmogonique, nord-sud, est-ouest, l'axe du monde, cosmogonie courante, et les objets. Alors, cette diversité d'objets, elle est empruntée à une société étudiée par l'ethnologie. Donc, l'usage du panier divinatoire, conformément aux présupposés méthodologiques de l'auto-anthropologie, se fonde sur le parallèle ethnographique, puisque plusieurs populations d'Afrique centrale ont une méthode de divination et de traitement de l'infortune, faisant appel à ce qu'il est de tradition de nommer des paniers divinatoires. Elle a été très développée par les Tchokwe. Cette technique s'inscrit dans une conception particulière du monde et de l'homme. Le panier divinatoire Tchokwe est appelé Ngombo wa Tsishuka, littéralement divination du panier. Un grand nombre d'objets y sont réunis, jusqu'à une centaine. Appelés Tupele, chargés de symboles, ces objets sont, comme le devin lui-même, habités par l'esprit divination, le Hamba Ngombo. Les pièces du panier forment un véritable microcosme, reflétant maints aspects de la société Tchokwe. Elles sont en général de 3 types. Des figurines sculptées dans le bois commandées à un artiste contre rémunération, des objets reçus du maître initiateur, des fragments de plantes
de fruits, des restes d'animaux trouvés dans la brousse. L'ensemble représente le monde, peut-être les hasards du monde. Un certain type sera présent dans les paniers de tous les devins, un autre, au contraire, sera rare ou exceptionnel. Quelques objets ont une importance capitale, due le plus souvent à leur origine ou à leur histoire. Celui-ci provient de l'initiateur du devin. Celui-là a été acheté cher à un artiste, un autre a été ajouté lors de tel ou tel événement. Quand ils vont consulter le devin, certains savent déjà le résultat avant que le devin n'explique. Parce qu'ils voient eux-mêmes la réponse du panier. Ils regardent comment bougent les toupellés, les objets du panier, comment ils se mêlent les uns aux autres pour répondre. Ces objets ne sont donc pas passifs, symboles reflétant les croyances et même l'organisation de la société, ils sont chargés d'une sorte de vie. Ce sont des émissaires de l'invisible. Ils ne soignent pas par eux-mêmes, mais empruntent eux aussi de l'esprit de divination. Ils contribuent au pouvoir du devin. Leurs mouvements, leur position relative et leur nature sacrée révèlent l'origine du mal et permettent aux guérisseurs d'agir. Si ce système de divination a la raideur apparente des clés des songes, puisqu'en théorie il impose un sens absolu, il en a aussi la souplesse. Le praticien considère des arrangements de pièces qui lui permettent une interprétation adaptée à la situation. De même que les spécialistes de l'oniromancie traduisent les éléments du rêve en fonction du contexte. Il échappe ainsi à une explication irrévocable. Et peut-être simplement expliquer que la diversité des objets n'est pas anodine. C'est-à-dire qu'en composant l'ensemble d'objets, il est nécessaire d'y intégrer autant des objets végétaux qu'animaux, minéraux, des objets manufacturés, des objets achetés, des objets donnés, des objets trouvés. On sait que chez les Trobriandais, dans le système du don et du contre-don, on pense que l'objet donné contient l'esprit du donneur qui va chercher à rapporter la valeur équivalente à la personne qui avait donné l'objet. La plupart des objets qui sont réunis dans le panier sont des objets qui ont été ramassés et qui ont été choisis pour leur capacité à concentrer en eux l'esprit de la société qui les a créés. Donc là, il n'est pas question d'y concentrer l'esprit de quelqu'un qui leur est donné, mais bien l'esprit d'un groupe humain qui leur a abandonné ou qui leur a mis au rebut. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils sont ramassés. Donc quand il s'agit d'objets manufacturés, les objets naturels ont, eux, quant à eux, leur spécificité dont je parlerai plus spécifiquement.
La racine, c'est l'ascendance, et ça, c'est la descendance. C'est inversé. Parce qu'on aurait tendance à penser que la racine est descendante et que la branche est ascendante, mais c'est l'inverse. La branche, c'est la descendance, la racine, l'ascendance. Ça, c'est la queue du coyote. Alors, lorsqu'on appelle l'esprit de la chouette, on sait généralement qu'elle arrive puisqu'elle se manifeste par une chanson. Donc à un certain moment, on entendra la chanson de la chouette et on saura qu'elle est présente dans le contenant, c'est-à-dire dans la bière. Et c'est lorsqu'on entend la chanson de la chouette qu'on sait qu'on peut en absorber le contenu. Donc je vais procéder aux percussions crâniennes afin d'appeler l'esprit de la chouette. The next to come in was the blacksmith, his brawny arms all bare, and with his pint of Jones's ale he has no fear or care. Throughout the day his hammer he's swinging, he sings when he hears his anvil ringing. When Jones's ale was new, my boys, when Jones's ale was new. Pardon. Donc la bière drogue l'esprit du chercheur et le libère de manière à lui permettre de voir et de procéder à la lecture du lancer des objets. Le lancer des objets s'effectue d'une façon relativement simple, puisque dans un monde réellement renversé, le faux est un moment du vrai.
la lecture du lancer va se faire à partir de plusieurs éléments qui sont de l'ordre d'une sorte de grammaire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des articulations logiques qui sont d'une part des liens. Donc vous voyez un lien tressé ici et un lien sac poubelle là. D'autre part des points de force qui sont les noyaux. Donc il y a 12 noyaux, dont un volant. Le noyau volant ayant une valeur particulière. Également la racine qui indique l'ascendance et la branche qui indique la descendance. Évidemment, bon, le carrefour joue un rôle particulièrement important. Les objets placés en bout de piste, de rail, sont, donc ici ça pointe par là, ici par là, sont connectés par le carrefour. Deux autres éléments qui sont de l'ordre de la grammaire, c'est la clé, donc qui peut signifier à la fois l'ouverture ou la fermeture par des moyens externes, et la tirette qui, semblable à la clé, va représenter la possibilité d'une ouverture ou d'une fermeture, mais par des moyens internes. Par ailleurs, la lecture se facilite par le couplage de certains éléments. Alors bon, évidemment la bipartition. Donc la bipartition est donc en deux parties, l'une ici, l'autre là. Ce qui va donner une valeur particulière aux éléments qui se trouvent entre les deux morceaux. Donc un certain nombre de couples existent. Par exemple, il y a la spirale lente, la spirale rapide, la patte de veau et la patte de clown. La patte de veau, donc les deux pattes indiquent un rapport à la réalité. La patte de clown indique un rapport cynique, et la patte de veau plutôt un rapport candide ou naïf. Si on extrapole un peu la symbolique du système, la patte de clown viendra plutôt représenter le courant des philosophes cyniques présocratiques, et la patte de veau les mystiques chrétiens. D'autre part, on peut coupler, bon, évidemment, ma mère et mon père, puisque l'une des donc on peut également coupler évidemment ma mère et mon père, puisque l'un des sujets d'étude majeurs de l'auto-anthropologie sont les structures élémentaires de la parenté. On est dans un système matrilinéaire du côté de ma mère et patrilinéaire du côté de mon père. Ici, on a donc le gris-gris tricoté qui est la représentation des femmes du côté patrilinéaire. Donc on voit ici un axe important. Et le vieux boulon qui représente les hommes du côté matrilinéaire. Donc qui représente également un axe ici. Et on voit que le centre de l'axe est constitué par la queue du coyote. La queue du coyote étant évidemment un des éléments les plus importants de ce dispositif. Deux autres éléments binaires. Donc il y a la tête d'oiseau. La tête d'oiseau, c'est l'écho de la chouette au sein même du dispositif. La tête de chouette est tombée du côté de l'œil qui voit.
son pendant est une autre pièce de bois qui est l'elfe. Donc autant la tête de chouette représente la part sauvage de l'imaginaire, autant la tête d'elfe représente la part sociale de l'imaginaire. Et cette part sociale de l'imaginaire pointe par sa ficelle, qui est généralement suspendue à un sapin, vers la branche magique représentant dans certains contextes la psychanalyse, dans d'autres contextes les sociétés qui mythifient encore. On a également ici le ciel déjà trouble, qui représente une vision du cosmos qui intègre l'homme en son sein, et le ciel déjà double, qui implique une vision du cosmos vue du point de vue de l'homme, donc d'où l'homme n'est pas présent. Alors il y a 3 fleurs qui sont importantes, notamment ces deux-là. Alors celle-ci c'est ma femme. Et quand on extrapole dans un système d'interprétation un peu plus général, ce sont les courants féministes dits pro-sexe, mais en extrapolant encore davantage, c'est l'émancipation féminine qui est l'un des faits sociaux majeurs du XXe siècle. Par ailleurs, donc, la femme fatale, donc, qui est cette petite fleur noire au reflet vert, indique les désirs inassouvis et disons plus généralement le concept de castration. Et on voit que par ces petits fils, elle pointe donc d'une part vers la psychanalyse et d'autre part vers le gogos. Le gogos représentant le désir d'enfant. Le désir d'enfant étant lui-même, vous le voyez dans à la position de la branche, donc qui représente la descendance, étant fortement en accord avec, ou en tension en tout cas avec cette question de la descendance, d'autant plus que la pile, donc qui est la charge et l'énergie, est sous l'ensemble. Donc là, on a quelque chose d'assez... une question relativement sérieuse à traiter entre donc, cette question de la descendance, de la frustration et de la psychanalyse. Alors le cul qui est difficile à voir, il est souvent caché. Donc le cul est là, le cul en céramique. Le cul, c'est à la fois l'être et le néant. Là, il est placé à proximité du pubis. Donc le pubis représente la sexualité dans son caractère le plus général et le plus assumé. D'ailleurs, c'est en ça qu'il est important parce qu'il est en toute forte proximité avec le noyau volant. Donc le noyau volant indique le pubis. Ouverture ou fermeture, donc ça il faudra le déterminer plus tard. Et on voit ici donc le lien important entre le pubis et la geisha sans tête. La geisha sans tête étant une expression de la prédominance du corps sur l'esprit. Prédominance qui est tempérée par la présence ici de spirit. Donc le spirit c'est l'esprit et c'est en l'occurrence c'est également une représentation de la religion dans sa dimension extatique et dionysiaque. Dimension qui est tempérée par le Temesta qui est là. Le Temesta étant étant le pendant de Spirit, et donc une approche de la religion qui serait plutôt de l'ordre du contrôle et de la répression des pulsions.
Alors on a également un couple ici qui est le gland, qui est la plénitude, et la noix mangée par une souris, donc qui représente le vide de l'esprit. Le vide de l'esprit qui est fortement lié ici à la fleur de lotus, qui représente les spiritualités orientales et incarne le doute. Donc, un autre couple qui est extrêmement important, c'est ici le quasi-cristal, donc qui vient d'avoir le prix Nobel de physique, et qui représente l'ensemble des sciences de la nature, l'esprit scientifique en général, et donc ce rapport à la vérité, lequel fait écho au pendule, le pendule étant davantage de l'ordre de la croyance, de la superstition et de ce rapport-là à la vérité. Donc les deux sont en tension perpétuellement. Donc on a ici également la cheville ouvrière et le charme discret de la bourgeoisie, qui sont tombés très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir à aborder certaines questions du point de vue marxiste, dans le sens où ils sont en opposition de part et d'autre du concept de croissance lente. Donc le concept de croissance lente, c'est également l'épargne populaire, hein, donc des taux d'intérêt assez bas, hein, de 2%, 3% à peu près. Et quand on prolonge l'axe que forment ces trois objets, on tombe sur le pubis. Et le pubis, quand on l'extrapole à un système plus général, c'est aussi la représentation du marxisme-léninisme à cause de la barbe des penseurs qui en sont les représentants. Donc, portons notre attention maintenant sur la bobine. La bobine est le pendant du serpent. Le serpent représentant un lien à expliciter et la bobine représentant un lien d'une grande densité. Donc il y a ici, il est entre mon père et la psychanalyse, et ma mère n'est pas loin derrière. Hein. Entre les deux liens, les deux points de densité de lien reliés par l'axe du carrefour. Bon, là on n'aura pas grand chose, il n'y a rien, il y a juste la psychanalyse. La branche magique, quoi. Donc ça peut être la question du mythe aussi qui peut être importante à étudier. Alors, le lien tressé part de ma femme, passe à la Vénus de fécondité, donc qui est la semeuse, hein, donc c'est une figure habituelle des rites propiatoires agraires. Donc ma femme, la Vénus de fécondité, le lien tressé, la descendance, donc le gogos et le désir d'enfant, qui continue par un lien terminal vers la tête de chien, donc le chien de l'esprit. Ah non, c'est les désirs de confort matériel, d'appropriation de territoire, etc.
l'ouverture, et le marbre étant une façon de vouloir ancrer les choses dans le temps. L'écoute, donc c'est la prise de son, le nom de l'objet c'est la prise de son, il symbolise l'écoute et donc une certaine forme d'altruisme, lequel pointe désormais vers la rose du printemps arabe, donc qui symbolise la révolte populaire contre un ordre social inacceptable. Bon, le pion noir qui est à l'écart du reste, donc ça on le constate assez habituellement, c'est que le pion noir est l'élément perturbateur de la société, c'est l'élément qui a la volonté de nuire à la société. En termes généraux, il représente en général le situationnisme. Donc il est souvent mis à l'écart. Bien qu'il ait une importance, il équilibre les forces. Voilà, on va continuer en constatant que donc ici on a une proximité assez évidente, donc de la pièce de Lego où sont, attendez, je vais vous montrer un peu, où sont représentées des valises. La pièce représente donc à la fois la construction, la maison et les biens matériels, les acquisitions matérielles, le patrimoine concret, quoi. Et la cartouche du chasseur, donc le chasseur, laquelle cartouche contient une dent d'animal qui chasse et qui elle symbolise l'ordre masculin dominant dans la société. Voilà, là il y a une proximité qu'il faudra expliciter, d'autant plus qu'on n'est pas loin du fagot. Le fagot, c'est la volonté de mettre à gauche pour l'hiver, de se protéger un peu matériellement, d'accumuler des réserves qui peuvent être des réserves monétaires ou des réserves de biens matériels. Voilà, et la coquille vide. Alors la coquille vide, c'est le rien, mais aujourd'hui elle est tombée à l'envers, donc c'est le tout. Dernier point, le O1, l'O1, qui représente les jeux d'esprit, mais aussi la branche lacanienne de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'en fait, l'O1 représente un orifice et un phallus. Et c'est en ça qu'on le considère comme un symbole de Lacan. Alors ici le Mexicain. Donc le Mexicain, je vais vous le montrer comme ça, voilà le Mexicain. Le Mexicain, c'est la nostalgie pour les civilisations détruites. Et c'est également le colonialisme, parce que c'est là qu'ont touché les Espagnols en arrivant. Ce sont les sociétés qui ont pâti du colonialisme les premières, qui est connectée à la parole qui manifeste, donc la parole humide. Et donc il va s'agir d'établir en quoi
le fait de manifester la pensée par la parole aura un effet positif ou négatif sur la pensée du colonialisme. La parole humide qui manifeste étant le pendant ici de la parole sèche, donc les pensées non manifestées. Alors, les pensées non manifestées, ici, elles sont importantes parce qu'elles sont dans l'ensemble qu'encadre, d'une part un noyau, mais également les deux pièces de la bipartition. Donc, avec les racines paganiques occidentales qui sont représentées par l'elfe, mais également par l'adaptateur secteur. Donc, l'adaptateur secteur, c'est une image l'adaptateur secteur est une image de l'adaptation culturelle à un contexte nouveau ou réel. Donc c'est quand on extrapole, c'est également des concepts qui ont été employés notamment dans l'ethnopsychiatrie. Ici, les perspectives eschatologiques de fin du monde, puisque le bouchon représentant le monde par ces 4 points cardinaux propose une vision du cosmos qui est bouchée en termes de potentialité et d'avenir. Donc il nous faudra également étudier en quoi le sang menstruel représenté par cette pièce de céramique, laquelle représente également l'industrie, vont avoir à jouer les unes par rapport aux autres, donc ces 4 pièces dans les systèmes de bipartition.